Imaginez une pâte un peu étrange. Celle qu'on fait avec de l'amidon de maïs et puis de l'eau. Ah oui, la maïzena et l'eau. C'est ça. Si on la frappe ou on la malaxe vite, hop, elle résiste. Presque comme un solide. Hum. Mais si on y va tout doux, alors là, elle dégouline entre les doigts. Clairement liquide. C'est assez bluffant comme expérience. Alors, solide ou liquide? Bon, cette petite énigme du quotidien, c'est notre point de départ aujourd'hui. Une bonne accroche. Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux états de la matière. Vaste sujet. Oui. Qu'est-ce qui fait au fond qu'un glaçon est dur, que l'eau coule et que la vapeur s'échappe comme ça? On a tous une idée, un peu intuitive, Bien sûr. mais la science, elle utilise des critères bien précis pour distinguer solide, liquide et gaz. Et c'est important d'avoir ces critères clairs. Exactement. Pour nous guider, on s'appuie sur un document de physique, un module pédagogique assez bien fait, qui pose les bases. Oui. Et qui illustre tout ça avec des expériences assez simples à comprendre, finalement. Des expériences qu'on pourrait presque refaire chez soi pour certaines. Voilà. Notre objectif, que l'on saisisse bien ces fameux critères et comment ils fonctionnent en pratique. Et peut-être voir certaines choses un peu différemment après ça. J'espère bien. Alors, pour commencer, une question peut-être un peu bête, mais je crois essentielle. Pourquoi les scientifiques tiennent tant à classer les choses? C'est quoi l'intérêt? Ah bah ça loin d'être bête. C'est même fondamental en science. Classifier, c'est avant tout essayer de mettre de l'ordre. Pour y voir plus clair. Exactement. Pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Mais attention, on ne classe pas n'importe comment. Ah bon? Non. Pour qu'un classement soit vraiment utile, rigoureux, le document sur lequel on s'appuie rappelle qu'il doit suivre quelques règles d'or. 4 pour être précise. D'accord. 4 règles. Lesquelles? Alors, premièrement, le critère qu'on choisit doit être objectif. Objectif. C'est-à-dire? Ça veut dire basé sur un fait qu'on peut mesurer, observer, et que tout le monde peut constater de la même façon. Pas sur une opinion, une impression personnelle. Pas de j'aime pas, quoi. Voilà. Joli ou pas joli, par exemple, ce n'est pas objectif, c'est subjectif. Ça ne marche pas pour un classement scientifique. Logique. Et la deuxième règle? Il faut s'en tenir à un critère unique pour tout le classement. Ah oui. Oui, si on commence à trier, disons, des objets par leur matière, bois, métal, plastique, on ne peut pas en plein milieu décider de classer les suivants par leur couleur. Il faut rester cohérent du début à la fin. C'est ça, cohérence absolue sur le critère choisi. Troisième règle, le classement doit être exhaustif. Exhaustif. Ça veut dire qu'il faut tout classer. Oui, tous les éléments qu'on a décidé d'inclure dans notre groupe de départ doivent pouvoir trouver une place dans une des catégories définies. On ne laisse rien de côté. Pas d'exception. Aucune. Et enfin, la quatrième règle, c'est l'exclusivité. Chaque élément ne doit appartenir qu'à une seule catégorie. D'accord. Pas de double appartenance. On ne peut pas être dans 2 cases à la fois. Exactement. Pas de oui, mais il pourrait aussi aller là. C'est soit l'un, soit l'autre. Le document donne un exemple simple pour illustrer ça. Ah oui. Oui, classer une liste d'objets. Citron, voiture, noix, livre, galets, smartphone, feuilles d'arbre et même un silex taillé. D'accord. Un peu de tout. Voilà. Si on choisit comme critère unique l'origine, on peut faire 2 catégories. Objet naturel et objet technique. Alors, naturel, ce serait citron, noix, galet, feuille. C'est ça. Et technique, voiture, livre, smartphone et le silex taillé parce qu'il a été modifié par l'humain. Ah oui, même s'il vient de la nature au départ. Malin. Et là, on voit que ça respecte les 4 règles. Critère objectif, naturel vs modifié, unique, tout est classé et chaque objet est dans une seule case. D'accord. C'est important de garder ça en tête pour la suite, j'imagine. Tout à fait. C'est la base pour aborder les états de la matière de manière scientifique. Parfait. Alors, allons-y. Le premier état le plus évident, peut-être? Les solides. Intuitivement, on pense à ce qui est dur, ce qui résiste. Oui, c'est l'idée première qu'on en a. Mais scientifiquement, qu'est-ce qui définit un solide, d'après notre document? C'est quoi les critères objectifs? Alors, l'intuition de la dureté n'est pas fausse, mais la définition scientifique est plus précise et elle repose sur plusieurs propriétés observables. D'abord, et c'est clé, un solide a une forme propre. Une forme propre, c'est-à-dire qu'il ne change pas de forme. Exactement. Sa forme est déterminée, elle ne dépend pas de là où on le met. Si on le déplace, il garde sa silhouette. Ensuite, il a aussi un volume propre. Son encombrement, l'espace qu'il occupe, reste le même aussi. C'est ça. Et puis, il y a un critère auquel on pense peut-être moins spontanément, on peut le saisir, le prendre en main.
Ah oui, la préhension. C'est vrai qu'on ne peut pas prendre de l'eau comme on prend un caillou. Voilà. Et enfin, dernière caractéristique très importante, il est considéré comme incompressible. Incompressible. On ne peut Euh, pas le tasser, réduire son volume en appuyant dessus. En théorie, non. Ou de manière tellement infime que c'est négligeable à notre échelle. L'appréhension, c'est intéressant comme critère. Le document propose une expérience pour montrer ça, la forme propre surtout. Oui, une toute simple vraiment. On prend ce que le document appelle un solide compact. Compact, Oui, comme un morceau de sucre ou un bout de craie, un caillou, quelque chose d'un seul bloc si on veut. d'accord. On le met dans un bécher, c'est un récipient cylindrique qu'on utilise en chimie, puis on le transfère dans un Erlenmeyer, c'est la fiole avec une forme conique. Et alors? Le morceau de sucre ou de craie garde exactement la même forme. Il ne s'adapte pas du tout au récipient. Sa forme est invariable. C'est ça, un solide compact. C'est logique, mais je pense à d'autres choses qu'on appelle solides, comme le sable, la farine, le sel fin. Eux, ils prennent bien la forme du pot, non? Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et que le document apporte une nuance cruciale. Vous avez raison, si on verse du sel fin dans un verre à pied puis dans un bécher, le tas de sel, lui, épouse la forme du récipient. On dirait presque un liquide qui coule. Presque. On pourrait être tenté de dire «Ah, bah alors le sel, ce n'est pas un solide». Mais si ça l'est. Comment ça se fait alors? Ce sont ce que le document appelle des solides divisés. Parfois, on dit aussi pulvérisés ou cristallisés. L'astuce, c'est de regarder de plus près. Au niveau du grain. Il a sa propre forme, bien définie, son propre volume. Ah, d'accord. Mais comme il y en a des milliers, des millions, et qu'ils sont tout petits, ils peuvent glisser les uns sur les autres. Et c'est l'ensemble de tous ces petits grains qui donne l'illusion de s'écouler et de prendre la forme du contenant. C'est une sorte d'effet de foule, en quelque sorte. C'est une bonne image, oui, une illusion collective. Mais la nature fondamentale de chaque particule reste solide. Je comprends mieux. C'est subtil. Et l'incompressibilité, ça marche aussi pour ces solides divisés. Le sable, on ne peut pas le tasser. Si, un peu, mais c'est surtout parce qu'il y a de l'air entre les grains au départ. Mais les grains eux-mêmes sont incompressibles. Et c'est un bon moyen de le vérifier. Ah, comment? Le document décrit l'expérience de la seringue, encore elle. Hmm. On remplit une seringue sans aiguille, bien sûr, avec du riz ou du sable fin. On bouge bien l'extrémité. Et on essaie de pousser le piston. Voilà. Et on constate qu'on n'y arrive pas, ou alors très très peu. Le volume total occupé par les grains ne diminue quasiment pas. Donc, même s'ils s'écoulent en tas, les solides divisés sont bien incompressibles, comme les compacts. Exactement. Donc, pour résumer les solides, on a les compacts, qui ont une forme propre et un volume propre, et on peut les saisir. Et on a les divisés, où chaque grain est un solide compact, mais l'ensemble peut s'écouler et prendre la forme du contenant. Mais les deux types sont incompressibles. Très clair. Deux catégories de solides donc. Bon, si les solides tiennent leur forme, au moins individuellement, pour les diviser, qu'est-ce qui se passe quand la matière commence vraiment à couler, à fluer? Là, j'imagine qu'on passe au liquide. C'est exactement ça. La caractéristique la plus évidente des liquides, celle qu'on perçoit tout de suite, c'est qu'ils coulent. Oui. Et du coup, on ne peut pas vraiment les saisir entre les doigts comme un solide. Ils nous filent entre les doigts. Il nous échappe. Voilà. Et ça découle d'une propriété fondamentale. Contrairement aux solides compacts, les liquides n'ont pas de forme propre. Ils prennent la forme du récipient? Toujours. L'expérience de base, tout le monde l'a faite. Verser de l'eau d'une bouteille dans un verre, puis dans une assiette creuse, puis dans un vase. L'eau épouse à chaque fois la forme du contenant. C'est vrai. Mais est-ce qu'ils ont un volume propre, eux? Ah oui. Et ça, c'est un point commun très important avec les solides. Les liquides ont un volume propre bien déterminé. Donc, si je verse 100 ml d'eau d'un bécher dans un Erlenmeyer, j'ai toujours 100 ml. Exactement. Bon, à une ou deux gouttes près, si on renverse, le volume ne change pas lors du transvasement. D'accord. Pas de forme propre, mais un volume propre. Et la compressibilité? Est-ce qu'on peut comprimer un liquide? Eh bien non. Comme les solides, les liquides sont considérés comme incompressibles. Ah, encore un point commun. Oui. Et l'expérience de la seringue le montre encore une fois très bien. Remplissez une seringue d'eau, bouchez l'extrémité, essayez de pousser le piston. Impossible. Ou ça force terriblement. C'est ça, le volume de l'eau ne diminue pratiquement pas. C'est d'ailleurs un principe utilisé dans les systèmes hydrauliques comme les freins de voiture. Intéressant. Donc, solide et liquide partagent le volume propre et l'incompressibilité. La grosse différence, c'est la forme propre que seul le solide compact a. C'est une différence majeure, oui. Mais il y a autre chose qui caractérise spécifiquement les liquides, quelque chose de très visuel. Ah oui, quoi donc? C'est ce que le document appelle leur surface libre. La surface libre.
C'est quoi ça? C'est la surface du liquide qui est en contact avec l'air au-dessus. La peau de l'eau dans un verre, si on veut. D'accord, je vois. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier à cette surface? Au repos, quand le liquide ne bouge pas, cette surface libre est toujours plane et horizontale. Toujours? Même si je penche le verre? Absolument. Peu importe l'inclinaison du récipient, le document décrit l'expérience. Prenez un bécher, mettez de l'eau, ajoutez éventuellement un peu de colorant pour mieux voir. Oui? Et puis, penchez le bécher doucement, vous verrez que la surface de l'eau, elle, reste parfaitement horizontale, parallèle au sol, parallèle à la table si elle est droite. C'est vrai, ça. On le voit tous les jours, mais on n'y fait pas forcément attention scientifiquement. C'est une signature des liquides, en quelque sorte. Exactement. Une signature fiable. Et on peut même le vérifier de manière rigoureuse en laboratoire. Comment? On utiliserait une équerre pour vérifier qu'elle est bien plane. Le bord de l'eau doit suivre le bord droit de l'équerre. Et un fil à plomb pour vérifier l'horizontalité. Un fil à plomb? Ça donne la verticale, ça, non? Si, justement. Le fil à plomb indique la direction verticale, celle de la gravité. Et par définition, une surface horizontale est perpendiculaire à la verticale. Donc, on vérifiait que la surface de l'eau fait un angle droit avec le fil à plomb. Asticieux, d'accord. Et le document mentionne aussi que les liquides sont des fluides. Oui, tout comme les solides, divisés d'ailleurs. Un fluide, c'est un corps qui est susceptible de s'écouler, de fluer. Les liquides et les gaz sont des fluides, et les solides divisés aussi, par leur comportement d'ensemble. Fluides, d'accord. Donc pour les liquides, volume propre, pas forme propre, incompressible, impossible à saisir vraiment, et cette fameuse surface libre plane et horizontale au repos. Logiquement, il nous reste le troisième état classique. Les gaz. Voilà, alors là on entre dans le domaine de l'invisible, de l'insaisissable. Qu'est-ce qui les définit eux? Eh bien, les gaz, on pourrait presque les définir par ce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont ni forme propre, ni volume propre. Ouais, carrément les deux. Oui, non seulement ils prennent la forme du récipient qui les contient, comme les liquides, Mais en plus, ils n'ont pas de volume défini. c'est ça, ils occupent tout l'espace qui leur est disponible. Ils se dilatent, ils s'expandent jusqu'à remplir complètement le contenant, quel que soit son volume. Et bien sûr, on ne peut absolument pas les saisir. D'accord. Mais comment on peut montrer ça facilement, vu qu'ils sont souvent invisibles comme l'air? Comment on prouve qu'ils prennent la forme et tout le volume? Alors, pour le changement de forme, le document décrit une expérience assez jolie. Le transvasement de l'air sous l'eau. Ah oui, comment ça marche? Imaginez un grand bac rempli d'eau, ce qu'on appelle un cristallisoire. On prend un Erlenmeyer, qui est donc plein d'air au départ, et on le retourne sous l'eau. L'air reste piégé dedans. Logique. Ensuite, on prend un bécher. On le remplit d'eau complètement et on le retourne aussi sous l'eau à côté de l'Erlenmeyer. Il est donc plein d'eau, sans air. D'accord. Et là, on approche l'ouverture de l'Erlenmeyer sous celle du bécher et on penche doucement l'Erlenmeyer. On voit des bulles d'air qui montent. Et qui vont dans le bécher? Exactement. Elles remontent dans le bécher et chassent l'eau qui s'y trouvait. L'air est passé d'un récipient à l'autre, adoptant la forme du bécher. Ça montre bien qu'il n'a pas de forme propre et qu'on peut le transvaser. Pas mal. Et pour le volume qui change, le fait qu'il soit expansible? Alors là, c'est l'expérience de la seringue bouchée qui est la plus parlante, mais cette fois remplie d'air. La même que pour les solides et les liquides. Oui, mais le résultat est radicalement différent, c'est ça qui est intéressant. Si on bouge bien l'extrémité et qu'on pousse le piston, On peut le pousser, ça résiste un peu, mais on y arrive. voilà, on peut diminuer le volume de l'air enfermé. L'air est compressible. C'est une différence fondamentale avec les solides et les liquides. Et dans l'autre sens, si on tire le piston, Si on commence avec un peu d'air dans la seringue bouchée et qu'on tire le piston, il recule et l'air qui était enfermé occupe immédiatement ce nouveau volume plus grand. il s'étend pour tout remplir. C'est ça, il est expansible. Compressibilité et expansibilité, ce sont vraiment les deux caractéristiques majeures qui distinguent les gaz. Et je le souviens, quand on fait ça, si on relâche le piston après l'avoir poussé, il revient en arrière tout seul, non? Comme un ressort. Tout à fait. Le document mentionne aussi cette élasticité de l'air. Une fois comprimé, il a tendance à reprendre son volume initial. Il repousse le piston. C'est une autre manifestation de sa nature gazeuse. Fascinant. Donc compressible, expansible, élastique, sans forme ni volume propre, les gaz sont vraiment une catégorie à part. Absolument. Et bien sûr, comme les liquides et les solides divisés, ils sont aussi classés comme des fluides, puisqu'ils peuvent s'écouler. D'accord. Bon, on a fait le tour des trois états classiques.
Ce serait peut-être bien de récapituler avec les critères principaux qu'on a identifiés grâce au document pour avoir une vue d'ensemble bien claire. Très bonne idée. On peut reprendre nos 4 points clés du classement. Commençons par la forme. Alors, forme propre est définie pour les solides, compacts en tout cas. Oui. Et pour les liquides et les gaz, elle est indéterminée. Ils prennent la forme du contenant. C'est ça. Ensuite, le volume. Volume propre, déterminé, pour les solides et les liquides. Tandis que pour les gaz, le volume est indéterminé, ils occupent tout l'espace disponible. Exactement. Troisième critère, la préhension, la possibilité de saisir. Possible pour les solides, impossible pour les liquides et les gaz. Voilà. Et enfin, le dernier critère, la compressibilité. Incompressible pour les solides et les liquides, dans ce modèle simple. Oui, on les considère comme tels. Alors que les gaz sont clairement compressibles. Parfait. Ça donne une bonne grille de lecture. Très synthétique. C'est ça, une synthèse claire des distinctions classiques. Et maintenant, on peut peut-être revenir à notre point de départ, Ah oui, notre fameuse pâte d'amidon de maïs et d'eau. la colle de farine, non, d'amidon. C'est ça. Avec notre grille de lecture toute neuve, où est-ce qu'on la place cette pâte étrange? Alors, allons-y, testons-la avec nos critères. D'abord, la forme. Si on la laisse tranquille dans un bol, elle prend la forme du bol. Comme un liquide. Oui, ça penche plutôt côté liquide sur ce point. Ensuite, le volume. La quantité de pâte ne change pas si on la transvase. Le volume semble déterminé. Comme les solides et les liquides. Ça ne nous aide pas à trancher, effectivement. Non. Passons au troisième critère, la préhension. Ah, le point crucial. C'est là que ça devient bizarre, non? Complètement. Qu'est-ce qu'on avait dit? On peut la saisir si on est rapide, si on applique une force, elle résiste presque comme un solide. Mais une seconde après, si on relâche la pression, elle s'écoule entre les doigts. Donc, on peut et on ne peut pas la saisir. C'est solide et liquide en même temps sur ce critère. On dirait bien. C'est très ambigu. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pour finir, la compressibilité. J'imagine que comme l'eau et l'amidon qui la composent sont plutôt incompressibles, la pâte elle-même l'est aussi globalement. C'est aussi mon impression. Donc, encore une caractéristique commune aux solides et aux liquides. Alors si on fait le bilan, forme de liquide, volume de solide liquide, préhension complètement ambiguë entre solide et liquide et une incompressibilité de solide liquide. Le résultat est clair. C'est qu'elle ne rentre dans aucune case. Elle coche des critères dans les deux colonnes, solide et liquide. Précisément. Et c'est la conclusion du document. Selon ce système de classification simple en 3 états, basé sur ces critères observables macroscopiquement, eh bien cette substance est inclassable. Elle est hors catégorie. En quelque sorte, elle emprunte des propriétés aux 2 états. Et ça montre bien une chose importante. C'est que les modèles ont leurs limites. Voilà. Même un modèle scientifique simple et très utile, comme celui des 3 états de la matière, a ses limites face à la complexité et parfois l'étrangeté du monde réel. C'est fascinant, quand même. Ça nous rappelle que la nature, elle, n'aime pas toujours les étiquettes bien nettes qu'on essaie de lui coller dessus. C'est une belle façon de le dire. Bon, alors, si on devait retenir l'essentiel de cette exploration des états de la matière, qu'est-ce que ce serait? Alors, je dirais d'abord qu'on a bien vu comment les scientifiques essayent de définir rigoureusement les 3 états classiques, solide, liquide, gaz. Oui, avec des critères précis, forme, volume, préhension, compressibilité. C'est ça. Ensuite, on a découvert cette nuance importante au sein des solides, les compacts et les divisés, qui peuvent avoir un comportement d'ensemble qui ressemble à un écoulement. Le sable qui coule, mais dont chaque grain est solide. Voilà. Et puis, pour les liquides, cette propriété assez élégante de la surface libre, toujours plane et horizontale au repos. Un bon moyen de les reconnaître. Et enfin, on a vu que les gaz se distinguent nettement par leur compressibilité et leur expansibilité. Et on a surtout vu, avec notre exemple de pâte, qu'il faut parfois se méfier des apparences et que les classifications, aussi utiles soient-elles, ne capturent pas toujours toute la richesse du réel. Exactement. Et ça m'amène à une pensée finale, peut-être une ouverture. Ah oui, Notre exploration montre bien que le modèle solide, liquide, gaz est une base fondamentale, très utile pour commencer, mais il ne décrit pas tout. notre pâte en est la preuve. Oui. Et d'ailleurs, le document lui-même fait une brève allusion à l'existence de solides pâteux et de liquides visqueux, Ah oui, comme le miel, la pâte à tartiner. par exemple. Où est-ce qu'on les place, ceux-là, sur notre échiquier? Comment leurs propriétés se comparent-elles exactement à celles des solides et liquides idéaux? Et même au sein des solides divisés, est-ce que le comportement du sable,
avec ces grains qu'on peut presque voir, est vraiment le même que celui de la farine, dont les particules sont si fines qu'elle peut presque former un nuage dans l'air. C'est vrai que la farine, ça se comporte encore différemment du sable. Tout à fait. La physique de la matière du quotidien, celle du dentifrice, de la mayonnaise, du verre qui coule sur des siècles, ou même de notre pâte d'amidon, cache encore énormément de subtilités. Comprendre ces états qu'on appelle parfois intermédiaires ou complexes, ou ces comportements non newtoniens comme celui de la pâte amidon, c'est peut-être une prochaine étape fascinante pour affiner notre regard sur le monde matériel qui nous entoure, non? Absolument, ça ouvre plein de nouvelles questions. Une belle piste pour de futures explorations. Merci beaucoup pour cet éclairage. Mais avec plaisir.